En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 117 ans, une émission spéciale Noël aujourd'hui, donc bonjour à tous et joyeux Noël, chers auditeurs. Nous avons la chance de recevoir Florian Philippot. Bonjour Florian et joyeux Noël à vous. Eh bien bonjour, joyeux Noël à vous et à tous nos auditeurs. Merci. Alors je rappelle aux auditeurs qui l'ignoreraient encore que vous êtes haut fonctionnaire, ancien député européen, mais également un homme politique averti et président des Patriotes, n'est-ce pas ? C'est ça, surtout président des Patriotes, oui. Et vous êtes ici aujourd'hui, en ce jour de Noël, pour nous faire le bilan de l'année 2024, selon le regard des Patriotes que vous présidez. Voilà, l'année s'achève, il est temps de faire un bilan et puis surtout de préparer la suite. Préparer la suite, effectivement, cette nouvelle année 2025 qui nous attend dans quelques jours. Alors, dites-nous tout, selon vous, quels ont été les événements les plus marquants de cette année 2024 et pourquoi ? C'est une année très riche, alors, au niveau français et au niveau international. Et en fait, on sent que c'est une année, moi j'ai le sentiment que c'est une année qui prépare l'accouchement de quelque chose. J'ai le sentiment que si on continue sur la même voie, 2025 peut être une véritable année de rupture. Parce que qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, après l'épisode Covid 2020, 2021, 2022, qui déjà a révélé beaucoup de choses à pas mal de gens qui ont compris un peu ce qui se tramait. On a vu en 2024... en réalité, à quel point, par quelques événements, à quel point nous étions embarqués dans un monde où certains cherchaient la guerre. Donc c'est la poursuite de l'Ukraine. C'est cette phrase en février 2024, Macron qui dit qu'on pourrait y envoyer des troupes au sol. C'est les élections européennes en France, le 9 juin, qui ont montré qu'en réalité tout était cadenassé de ce point de vue-là, où on a autorisé toujours, pour les grands débats à la télévision, on a autorisé toujours les mêmes têtes de liste, 7 têtes de liste qui en fait étaient toutes pour rester dans l'Union européenne. Et nous, qui est notamment la liste que j'animais, qui veut sortir de l'Union européenne, on n'avait pas le droit d'être dans ces grands débats. Donc c'était très révélateur. Au même moment, on a eu cette révolte paysanne, surtout en début d'année, plus forte que celle qu'on vient de connaître. On avait fait d'ailleurs une manifestation, on leur avait donné la parole. Et ça, donc, on voit une espèce de moment en France où beaucoup de vérités sur l'Union européenne, sur l'OTAN, sur la guerre, sur ce système mondialiste, euro-mondialiste, émergent. Et je crois que c'est une année où beaucoup de Français ont compris beaucoup de choses. Et au niveau international, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'arrivée de Trump, qui est une rupture avec ça. Et donc, moi, j'y vois des symboles très forts. On a d'un côté un système mondialiste qui s'approfondit, qui est capable de faire annuler des élections en Roumanie, comme on vient de le voir, qui est capable de mener des coups d'État en Géorgie, comme ils essaient de le faire en ce moment, avec une présidente qui se maintient illégalement, qui est capable d'aller vers la guerre, de créer une Union européenne de plus en plus dingue et tyrannique, et coûteuse. Et d'un autre côté, on voit des ferments de résistance. On voit Farage qui fait un score plus élevé que jamais au Royaume-Uni sur un projet de libération nationale. On voit Trump qui est élu, on voit Musk, on voit Kennedy Jr. Et on voit en France de plus en plus de Français qui ont compris beaucoup de choses. Donc voilà, moi je trouve que 2024 a été très révélatrice et que 2025 doit maintenant être la concrétisation des combats pour faire la rupture. D'accord. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être approfondir cet aspect d'élection Trump avec son groupe Kennedy Jr. et Musk et Gabbard, etc. Que penser de cela dans le sens où finalement c'est un bien pour les États-Unis, soyons réalistes, mais est-ce que c'est également un bien pour nous ? Est-ce qu'on ne va pas en souffrir ? Alors il faut être très clair là-dessus. Moi je pense que c'est, y compris pour nous, il valait mieux l'élection de Trump que de Kamala Harris.
Donc un mal pour un bien finalement. Oui, alors pour quelle raison? Parce que Kamala Harris, c'était la poursuite du système. Mhm. Tout son entourage, tous ses soutiens. On a vu qu'elle a eu 3 fois plus d'argent, parce qu'on dit Trump, il est milliardaire, il y a Elon Musk. Certes, enfin, celle qui avait un budget de campagne 3 fois supérieur, c'était Kamala Harris, Mhm. avec Donc des c'est dons de Pfizer, et des personnages comme Dick Cheney, donc tous les néoconservateurs américains. Donc on voit que c'était vraiment la poursuite, les Obama, les Clinton, enfin vraiment la poursuite de cette Amérique impériale et impérialiste très dangereuse, et qui veut vraiment nous pousser dans les bras de l'OMS, de l'OTAN, enfin voilà. Donc avec Trump, vous avez le candidat de la nation américaine qui a gagné, et non pas le candidat de l'empire. Mhm. Et c'est très différent. Et donc ça change l'ambiance mondiale. On le voit bien, tout de suite, ils ont annoncé que dès le jour de son investiture, ils souhaitaient que les États-Unis quittent l'OMS. On voit bien des ruptures sur l'Ukraine pour la paix, on voit bien des ruptures avec l'ordre mondialiste, avec Big Pharma, Kennedy Jr., pour la liberté d'expression avec Musk. Et ça, forcément, ça crée une ambiance mondiale qui nous est favorable. Et qui, y compris, est favorable à nos combats, parce que je crois que ça donne beaucoup de courage à beaucoup de patriotes français qui se disent, mais on peut briser nos chaînes. Après, ce que j'ajoute toujours, c'est que, attention, le peuple français ne sera libéré que par lui-même. C'est ça. C'est évident. Trump va même probablement prendre des décisions qui sont contraires à nos intérêts nationaux, et c'est bien normal. Il défend sa patrie. Il ne défend pas la France, il défend sa patrie. Y compris, il y aura des décisions qui sont difficiles pour nous. Oui, mais nous pourrions y répondre et défendre nos intérêts nationaux si nous étions un pays souverain. Si par exemple il met effectivement des droits de douane, c'est pas bon par exemple pour notre agriculture, c'est vrai, notre industrie, ou ce qu'il en reste. Mais si nous étions un pays souverain qui maîtrise son commerce, nous pourrions parfaitement répliquer. Nous pourrions faire exactement la même chose, et pas forcément contre les États-Unis ou contre d'autres pays, pour développer notre agriculture et notre industrie et retrouver des marges de manœuvre. Mais on ne peut pas le faire parce que c'est l'Union européenne qui gère, vous voyez. Oui, mais Donc, en fait, Trump va nous obliger aussi à réfléchir pour réagir. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est un aspect positif. Bah, par exemple, effectivement, comme nous sommes deuxième contributeur net, je crois, de cette institution extra-nationale, nous pouvons... L'Union européenne. Oui, nous pouvons donc exiger, après tout, pourquoi pas, nous pourrions exiger que l'Union européenne adopte également des droits de douane vis-à-vis des États-Unis si Donald Trump entame une politique préjudiciable à nos intérêts. Français, oui, on peut toujours exiger, mais quand vous n'êtes pas souverain, que vous avez juste un rôle de porte-parole vous savez, vous pouvez exiger longtemps dans le vide. On a déjà exigé beaucoup de choses qu'on n'a pas obtenues. On exigeait aussi que le traité Mercosur ne soit pas signé par Ursula von der Leyen. Elle l'a signé le 6 décembre. Normalement, un pays, il n'exige pas, il ne parle pas, il agit. Et pour agir, il faut être souverain. Par ailleurs, un autre problème sur le commerce, et ça c'est très important, l'essentiel de notre déficit commercial aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais c'est à l'intérieur de l'Union européenne. Nos principaux déficits commerciaux sont à l'intérieur de l'Union européenne, avec l'Allemagne. Enfin, on a un déficit avec les pays de l'Union européenne aujourd'hui quasiment de 100 milliards par an. Donc si vous voulez, même si on faisait avec l'Union européenne une politique protectionniste par rapport à l'extérieur, ce qu'on ne fait pas, on fait l'inverse, puisqu'on multiplie les accords de libre-échange, ce ne serait absolument pas suffisant pour nous, puisque l'essentiel de notre problème sur le commerce, il est à l'intérieur de l'Union européenne. Et je rappelle que 70% de nos délocalisations sont à l'intérieur de l'Union européenne. Avant de délocaliser vers la Chine ou vers le Pakistan ou je ne sais quoi, on délocalise d'abord vers la Roumanie, la Pologne, la Hongrie. C'est ce qui se passe en ce moment et depuis des années et des années. Donc vous voyez bien que ça n'est pas suffisant, que ça n'est pas la bonne échelle pour nous. La bonne échelle, c'est l'échelle nationale, où il faut gérer notre commerce, il faut aussi gérer notre monnaie. Il faut gérer tous les aspects de toute la politique nationale et internationale. C'est simple. De l'immigration à l'économie, de la diplomatie à la guerre et la paix, de la santé à l'école, de nos libertés à l'industrie et l'agriculture. Il faut tout gérer. C'est ça, être un pays qui peut affronter son avenir. C'est un pays souverain. Un pays souverain, effectivement. Et alors, vous parliez de Roumanie et de Pologne à l'instant. La Pologne, effectivement, elle ne se trouve pas dans la zone euro. La Roumanie non plus, me semble-t-il. J'ai un doute sur la Roumanie, mais on vérifiera. Mais en tout cas, la Pologne, c'est sûr que non, ils ont le zloty polonais. Qui d'ailleurs leur apporte effectivement un avantage compétitif considérable. Mais la Roumanie, vous en parliez tout à l'heure, les élections ont été... braquées par... Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que la Roumanie n'est pas dans l'euro, mais comme j'ai un tout petit doute, je ne vais pas l'affirmer à 100%. Mais à la limite, peu importe. Ce qui se trouve, c'est que la Roumanie aujourd'hui est dans l'Union européenne, qu'elle rejoint d'ailleurs Schengen le 1er janvier. Bravo, ça aussi, ça va être un autre problème. Ça veut dire encore plus de libre circulation. Mais c'est vrai qu'il y a eu un événement en Roumanie très très considérable en cette fin d'année. Fin novembre, il y a eu l'élection présidentielle
2 tours, comme en France, avec 15 jours entre les 2 tours. Au premier tour, c'est un candidat, M. Georgescu, souverainiste, roumain, mais vraiment souverainiste. C'est-à-dire que dans son programme, il est écrit que la Roumanie doit quitter l'Union européenne et l'OTAN. C'est pas du Canada Dry, de souverainisme, comme on le connaît en France avec le RN ou d'autres, qui ne veulent pas quitter ces instances. Non, lui, il était très clair. Il voulait quitter ces instances. Il est arrivé en tête, et 2 jours avant le second tour, donc le vendredi, début décembre, je crois donc le vendredi 4 décembre, alors qu'il allait gagner le second tour, puisque les sondages le mettaient à 58% face à la candidate européiste, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé l'élection, du jamais vu. Sous prétexte que ce candidat ayant fait des millions de vues sur TikTok, parce qu'il avait un compte TikTok, TikTok aurait été manipulé par les Russes. Donc vous entendez bien, hein, vous comprenez leur raisonnement alambiqué et malhonnête de ces gens-là. Hein. Oui, je croyais que c'était les Chinois TikTok. Il paraît que c'est les Chinois, mais là c'était les Russes. Alors moi je me suis dit, je vais aller voir moi-même, je suis allé voir son compte sur TikTok, j'en ai un. Bon, il a un compte, il avait fait 15 vidéos, effectivement, qui faisaient pas mal de vues, entre 500 000 et 1,5 million. Bon, sur TikTok, vous pouvez faire, moi il m'est arrivé de faire plus de 3 millions de vues, et puis parfois j'en fais 3000. C'est un algorithme qui est très étrange, mais je ne crois pas que ce soit les Russes derrière. Mais je ne crois pas que vous gagniez une élection simplement sur 15 vidéos TikTok. Effectivement, oui. Et puis, prendre prétexte de TikTok, mais alors, attendez, quand vous avez en face des candidats qui, eux, ont tous les médias du système, et on ne parle pas de TikTok, hein, on parle des grands médias d'information. Quand en France, Macron fait toutes les unes de presse à des heures d'antenne sur TF1, France 2, là, ça fait des dizaines de millions de téléspectateurs. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'était un prétexte. Donc, la Roumanie, en réalité, a fait sous pression de l'Union européenne et de l'OTAN, parce que c'est un pays stratégique pour l'Union européenne et l'OTAN. Il doit y avoir en 2030 là-bas la plus grosse base de l'OTAN sur le continent européen, 10 000 hommes. Il y a actuellement une mission, la mission Aigle, pilotée d'ailleurs par la France, de l'OTAN, qui est tourné contre la Russie. C'est un pays qui est frontalier de l'Ukraine. C'est un pays qui rentrait dans Schengen là, le 1er janvier. Donc c'est un pays très stratégique pour l'Union européenne et l'OTAN. Donc c'est évident que la Cour constitutionnelle roumaine, qui doit être complètement achetée, a fait ça sous pression de l'Union européenne et de l'OTAN. Et quand en réalité c'est déployé pour la première fois en Roumanie, ce que Ursula von der Leyen appelle le bouclier démocratique européen, c'est-à-dire un truc qui est en train d'être créé. Le Parlement européen vient de créer une commission pour le mettre en place en 2025. Ce bouclier démocratique européen, il faut bien que nos auditeurs nous entendent, il visera à pouvoir intervenir à tout moment dans un processus électoral quand on estimera qu'il y a une ingérence étrangère. Mais dans les actes du Parlement européen, il est écrit une ingérence russe. On ne vous parlera jamais de l'ingérence américaine. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ni même de l'ingérence de l'Union européenne elle-même. Non, c'est l'ingérence russe qui, même si elle n'est pas démontrée, permettra d'annuler des processus électoraux en route. Donc je pense que la Roumanie, c'est une première. C'est un laboratoire, c'est très important, très grave, et on fera d'ailleurs une manifestation symboliquement tout près de l'ambassade de Roumanie à Paris, c'est dans le 7e, le samedi 4 janvier à 15h. L'adresse précise sera bientôt sur le site des Patriotes en première page, les-patriotes.fr. Il faut venir très nombreux, ça sera une manif contre la tyrannie européiste, et donc pour le Frexit, et en solidarité avec nos amis roumains. Alors si vous permettez cette petite incise, effectivement, vous voyez la Roumanie comme un laboratoire, c'est assez, visionnaire. Ça rappelle finalement, il y a une dizaine d'années, je crois, la Chypre qui avait servi de laboratoire pour la saisie des comptes bancaires. Donc oui, tout à fait. En 2013, je crois. Qui s'est après généralisé à tous les pays de l'Union européenne. Non, mais c'est très important ce que vous dites. C'était le laboratoire pour mettre en place ensuite la directive de 2015. Et nous sommes sous le régime de la directive européenne de 2015 qui permet maintenant, s'il y a une crise bancaire, d'aller piocher directement dans vos comptes en banque, en tout cas pour les pays qui sont dans la zone euro. Voilà. Pour que les gens soient bien au courant de ce qui se passe. Des coups d'État européistes, on en a vu déjà en Grèce, sous Tsipras. On en a vu, et vous savez, Salvini, première opération en 2019, avant qu'il soit ministre de Meloni. Meloni, elle n'a aucune vocation à attaquer l'Union européenne. Elle est complètement fondue dans le système. Mais Salvini, à l'époque, quand il était ministre, il avait un peu plus de... la première expérience italienne était un peu plus anti-européiste. Bon, ils se sont fait liquider aussi. Et moi, j'avais rencontré à Rome le président de la commission des finances à l'Assemblée et au Sénat, les deux, messieurs Borghi et Borghi, qui tous les deux francophones d'ailleurs. J'étais allé les voir au Sénat et à l'Assemblée. Ils présidaient les commissions des finances et ils m'avaient expliqué qu'ils étaient en train d'essayer de mettre en place un retour à la lire italienne, ayant bien compris que tant qu'ils étaient dans l'euro, ils étaient cuits. Mais en fait, l'Union européenne ne leur a pas laissé le temps. Et Salvini n'a pas eu la volonté politique suffisante et nécessaire pour le faire. Mais vous voyez, on est vraiment dans un laboratoire. Moi, je pense que la prochaine étape, ça peut être l'annulation en cours de route des législatives allemandes. Si l'AfD monte trop haut. Ah oui, effectivement.
Parce que vous savez qu'il y a des législatives en février. Mhm. L'AfD est très haut. Et l'AfD vient d'ajouter dans son programme le Dexit, la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne et de l'euro. Or, ils sont à 20%, 22% des voix. Moi, je pense que s'il y a un risque AfD, le bouclier démocratique européen, sous prétexte, alors on vous trouvera un truc, soit on utilisera l'attentat qui vient De d'avoir lieu, Magdebourg, oui. oui, Mhm. en disant c'est un type qui était lié à l'AfD, puisqu'il paraît que c'est un profil extrêmement bizarre d'un réfugié saoudien, mais il paraît qu'il était AfD. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon. Non, parce que c'est plutôt débunké, je crois, dernièrement. Enfin, maintenant, on ne sait plus Bon, quoi penser. En tout cas, sur France Info, cette semaine, ils disaient encore ça. Même si c'est pas vrai, ils vous feront croire que c'est encore vrai, vous voyez. Oui, je pense que c'est peu probable, mais bon, le narratif officiel, c'est ça, en tout cas. Et puis, ou alors, on utilisera d'autres prétextes. Pareil, les Russes ont utilisé le TikTok des dirigeants de l'AfD, par exemple. C'est Alors, possible. je vous interromps un petit instant, cher Florent Philippot. Nous allons passer une information importante pour notre radio. Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Vous le comprenez, il s'agit d'une aide providentielle, car nous avons besoin de 120 000 euros pour finir 2024 à l'équilibre et de 100 000 autres pour lancer les enquêtes et reportages qui nous permettront de promouvoir vos idées et de combattre celles de nos ennemis en 2025. J'insiste, il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte. Plus que jamais, et surtout si vous écoutez nos programmes sans contrepartie, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Par avance, merci. Chers auditeurs, effectivement, pensez aux petits souliers de Radio Courtoisie dans ce marathon de l'Avent. Alors, je reprends avec Florian Philippot. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes président des Patriotes, également haut fonctionnaire, ancien député européen, homme politique avisé, et vous venez nous faire le bilan de l'année 2024. Nous avons pu évoquer avant ce petit passage, cette petite information pour notre radio, plusieurs sujets très importants, et je vous propose de revenir un instant sur cette affaire russo-ukrainienne et tout l'argent que la France déverse là-dedans, ainsi que tout le matériel et les risques que nous encourons en tant que pays si jamais le conflit venait à ne pas se résoudre tel que Donald Trump l'envisage, paraît-il. Oui, c'est-à-dire que nous, aux Patriotes, nous avons une position constante sur cette affaire depuis le début, une analyse qui s'est révélée juste, c'est-à-dire que cette guerre est sans issue, que certains souhaitent qu'elle soit sans issue, et donc l'alimente en permanence d'argent et d'armes, et donc de vies humaines derrière, parce que vous avez vu ces vidéos épouvantables de jeunes Ukrainiens qui sont enlevés de force dans la rue par l'armée, la milice de Zelensky, et emmenés au front à l'abattoir. C'est terrible. Il faut que ça s'arrête, et pour s'arrêter, il faut évidemment négocier. Parce que c'est une affaire qui a démarré bien avant 2022, c'est évident. Enfin, tout le monde sait bien qu'il y a eu l'Euromaïdan en 2014, toute la situation compliquée. Et la Première Guerre civile. Bien sûr, le Donbass bombardé par le gouvernement ukrainien qui bombardait sa propre population. Donc tout ça, et les 11 bases de la CIA qui se sont installées dans ces années-là à la frontière avec la Russie. Donc il est évident que c'est une affaire beaucoup plus compliquée qu'une simple guerre qui a commencé en 2022. Mais il faut que tout ça cesse par la négociation. Alors c'est le discours de Trump, et il a raison, ça n'est pas du tout le discours de la France, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que nous sommes en première ligne, et parce qu'en réalité, l'État profond étant chassé de Washington par l'arrivée de Trump, en quelque sorte, même s'il en restera toujours des résidus et que Trump devra se méfier, il va essayer de trouver un point de repli et faire de l'Union européenne ce réduit totalitaire où se concentreront tous les maux liés à ce mondialisme. Et donc, on va essayer de nous pousser, nous, toujours plus vers la guerre. Donc, dépenser encore plus. Le Parlement européen va valider ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen, c'est-à-dire 30 milliards en plus en 2025 pour l'Ukraine. Macron a signé cet accord de sécurité. Il va envoyer de nouvelles armes. Alors, moi, je veux bien, mais on n'arrive pas à voter un budget. Alors, comment va-t-on faire ? C'est pour ça qu'il faut arrêter tout ça. C'est pour ça qu'il serait bien d'avoir des oppositions un petit peu courageuses et un peu conséquentes.
est un peu logique, parce que moi, j'en ai quand même un petit peu marre d'entendre des responsables politiques dire à peu près la même chose que moi jusqu'ici sur l'Ukraine. Mhm. Et puis quand ils arrivent au Parlement européen, ils ne sont pas foutus de voter contre les 50 milliards, maintenant ça va être 30 milliards aussi en 2025, pour l'Ukraine. Figurez-vous qu'il n'y a pas un seul eurodéputé français, vous pouvez voir les feuilles de vote, c'est sur le site du Parlement européen. Il n'y en a pas un seul qui a voté contre les 50 milliards, d'aucun parti politique. Comment vous l'expliquez? Mais je ne l'explique pas, c'est une lâcheté. Si, je l'explique par la lâcheté. Comme aucun n'a voté contre, dans un autre domaine, le règlement de censure DSA. Comme aucun, tout récemment, il y a une semaine ou deux, n'a voté contre la résolution du Parlement européen qui demande aux Géorgiens de revoter. Parce qu'ils ont mal voté, entre guillemets, selon les critères. Aucun n'a voté contre cela. Et au Parlement français, à l'Assemblée, en mars 2024, il y a moins d'un an, ils ont tous laissé passer l'accord de sécurité France-Ukraine, qui était venu signer dans la même journée Zelensky à l'Élysée, et qui nous engage militairement et financièrement. Donc moi, je crois que la France doit arrêter tout cela, plus un seul centime, plus une seule arme, pousser à la négociation de paix, avoir en fait le discours qu'a Trump aujourd'hui. Ça aurait dû être le rôle de la France, qui aurait pu entraîner d'autres pays avec elle, et puis quitter l'OTAN. Autant je dis qu'il faut quitter l'Union européenne, mais il faut aussi quitter l'OTAN. De toute façon, c'est le même monde, hein, c'est le même système. Parce que l'OTAN est une machine qui nous entraîne vers la guerre, parce que c'est une machine qui veut justifier sa propre existence. Donc pour justifier son existence, alors qu'elle n'a plus aucune justification, puisque l'OTAN avait été créée pour la guerre froide et que la guerre froide est finie depuis 35 ans. Donc pour justifier son existence, elle se crée des ennemis en permanence. Donc c'est une machine très dangereuse. Donc voilà, ma vision des choses, c'est que la France devrait être une puissance qui défende ses intérêts nationaux et la paix. Ça devrait être nos deux boussoles. Aujourd'hui, notre boussole, elle est alignée sur l'état profond. En effet. Puis vous dites que l'OTAN ne peut justifier son existence que par les guerres. Donc effectivement, elle ne peut pas être un organisme de paix, de la même façon que les antiracistes, par exemple, n'existent que par le racisme, et que si le racisme venait à disparaître, leurs associations n'auraient plus lieu d'être non plus. Ça, c'est très vrai. Je ne sais plus qui avait dit SOS racisme est là comme SOS baleine, comme SOS baleine est là pour sauver les baleines. Et pour terminer, en quelques minutes, avant d'annoncer votre actualité, nous pourrions évoquer justement ce que vous pensez de l'évolution de nos institutions cette année. Est-ce que selon vous, nos institutions purement françaises ont montré leur faiblesse, montré une forme d'essoufflement? Que pensez-vous du paysage politique français? C'est-à-dire que nous sortons d'une année où il y a eu 4 premiers ministres dans la même année. Donc on est vraiment au bout du bout d'un système. Alors vous savez, avant même les institutions, là, les Français doivent d'abord se poser la question des hommes. Est-ce qu'ils mettent au pouvoir des gens qui ont la France au cœur? C'est la vraie question qu'ils doivent se poser. Parce que même avec les meilleures institutions du monde, si vous mettez des gens qui agissent contre votre pays au pouvoir, ça se passera mal. Et là, ça se passe mal parce que d'abord, avant même le problème des institutions, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a des Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. C'est ça le problème. Des gens qui sont soumis à d'autres intérêts, à d'autres agendas que l'agenda du peuple français et de la France. Après, bien sûr que c'est parfaitement perfectible. Moi, je suis un grand partisan du référendum et je pense depuis très longtemps qu'il faut mettre le RIC sur tout sujet, référendum d'initiative citoyenne, dans notre Constitution. Je pense par ailleurs qu'il faudrait réviser complètement le Conseil constitutionnel qui a pris une importance démesurée. Je pense qu'il faudrait supprimer des organismes comme l'ARCOM et d'autres qui sont des intermédiaires qui aujourd'hui sclérosent le débat public. Je pense qu'il faudrait qu'on ait de vrais contre-pouvoirs en France, ce qui supposerait une refonte complète, par exemple, du Conseil d'État et une refonte complète donc dans les modalités de carrière, de la sélection des individus, une refonte complète des commissions d'enquête au Parlement qui ne sont pas utilisées à bon escient aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on ne puisse modifier la Constitution que par référendum, pour éviter ce qu'on a vu ces dernières décennies, c'est-à-dire qu'on modifie sans arrêt la Constitution pour y faire rentrer le droit européen. Et on l'a fait par le Congrès, c'est-à-dire par le Parlement, sans demander aux Français leur avis. Que quand un référendum est voté, on n'a pas le droit d'aller contre ensuite, pour éviter la trahison de Lisbonne. Donc il y a des choses à améliorer sensiblement dans notre Constitution. Mais avant toute chose, la question des hommes et des femmes, la question est-ce qu'ils ont la France au cœur, c'est la vraie question. Donc la clairvoyance des Français, le courage des Français. Et deuxièmement, et il faut que nous soyons un pays souverain, parce qu'on peut changer tous les numéros de la République, l'appeler 6e, 7e, 8e République, comme vous voulez. Tant que c'est une République qui est une colonie de Bruxelles et de Washington, ça ne changera rien. Donc avant de changer les choses, il faut d'abord briser nos chaînes.
Très bien, je vous remercie infiniment, cher Florian Philippot. Je pense que nous allons pouvoir souhaiter à nouveau un très joyeux anniversaire, un très joyeux Noël à tous nos auditeurs, C'est une forme d'anniversaire aussi. ainsi qu'à tous les patriotes dont vous êtes le président. Alors, en quelques mots, votre dernière actualité que vous avez annoncée au tout début d'émission. Oui, alors, donc nous sommes en manifestation tout près de l'ambassade de Roumanie à Paris, donc dans le 7e arrondissement. Vous trouverez l'adresse sur le site des Patriotes très bientôt et sur nos réseaux sociaux. Le samedi 4 janvier à 15h, venez très très nombreux suite au coup d'État roumain. C'est pour ça qu'on le fait là. C'est un symbole très fort aujourd'hui pour le Frexit et contre la tyrannie européiste. Voilà, entre autres actualités, on aura beaucoup de choses un peu partout en France cette année. Mais on va commencer par cela. Et 2 jours plus tard, je serai à Liège, le 6 janvier, face à Ursula von der Leyen sur le Pfizer Gate. Nouvelle audience, sachant qu'entre-temps, la médiatrice de l'Union européenne a sorti cette phrase choc. Elle a traité les conseillers de Ursula von der Leyen de consiglieri, c'est-à-dire le terme qu'on emploie pour la mafia. Oui. Donc elle a traité la Commission européenne de mafia. Et c'est pas n'importe qui, c'est la médiatrice de l'Union européenne. Donc une dame qui est une institution de l'Union européenne. Donc quand même, ça en dit long sur ce qu'est ce truc. Donc voilà. Donc on va avoir tout cela. Donc on aura peut-être un petit espoir. Oui, on a de l'espoir, mais surtout c'est une année de combat. C'est une année de combat et d'espérance. C'est une année de combat où le 20 janvier, beaucoup de choses ont changé avec Trump qui va arriver, Kennedy Jr. et tout le monde. C'est une année de combat. Voilà. Donc on va la mener tous ensemble et il faut la mener avec détermination, avec cœur et avec courage. Et moi aussi, permettez-moi de redire joyeux Noël à tous nos auditeurs. Merci infiniment. Donc pour cette année de combat, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur les-patriotes.fr. L'adresse du site sera dans l'article de notre émission. Et surtout, n'oubliez pas non plus de soutenir Radio Courtoisie en vous rendant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons, comme vous le savez, est déductible des impôts aux 2 tiers. Très joyeux Noël à tous, je vais y arriver, décidément. Très joyeux Noël à tous et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.